Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire du samedi. J'ai ressorti la casquette, on me l'a demandé, ça faisait 3 semaines que je l'avais pas mise. Donc là, je fais du 100% casquette parce qu'on va parler beaucoup de psychologie de cycle, on va parler de l'or. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter de l'or ou pas? Vous avez été nombreux cette semaine et au cours des 2 dernières semaines à me demander, vu qu'on rentre dans une situation un peu explosive sur les marchés financiers, on est probablement entré dans un nouveau cycle de baisse qui devrait durer 6, 12, peut-être 18 mois, c'est les time frames habituels sur les marchés baissiers. Eh bien, vous vous posez la question de l'or. Est-ce qu'il faut acheter de l'or ou pas? Donc, je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Vous allez voir que ça va être, j'espère que ça va vraiment vous aider à voir qu'il y a d'une part l'or en tant qu'assurance qui va vous permettre de garder votre valeur au fil du temps et d'autre part l'or en tant que matière première et en tant qu'objet spéculatif avec des cycles qui sont décorrélés de ceux des cycles du marché action. Donc là, on va prendre beaucoup, encore une fois, de hauteur. Ça va se passer sur le graphe, mais aussi dans la tête. Et bien sûr, un super trader mindset cette semaine qui devrait vous rappeler un petit peu des bons moments passés devant la télé sur un sketch des inconnus. Donc, c'est parti tout de suite. On est donc parti pour ce trader mindset consacré aux bons et aux mauvais traders et on va parler du bon et du mauvais chasseur. Donc vous connaissez probablement ce sketch des inconnus. C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais chasseur? Le mauvais chasseur il a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire, et le bon chasseur il voit un truc qui bouge, il tire, mais bon, c'est un bon chasseur. Donc j'espère que ces explications transcendantales vous auront éclairé, car pour le bon et le mauvais trader, ça marche exactement pareil. Et si ces explications ne sont pas suffisantes et que vous avez donc moins de 2 grammes d'alcool dans le sang, on peut aller de l'avant. Alors, ce que le bon trader sait faire, il sait reconnaître les phases de marché pendant lesquelles il perd son avantage en termes d'espérance de gain. Il sait aussi que les séries de trades perdante se manifeste de manière récurrente pendant ces mêmes phases. Il est donc capable de différencier une phase de marché volatile d'une phase de marché sans risque. Eh bien, la grande nouvelle, c'est que le mauvais trader sait exactement faire la même chose. Alors la question que vous allez probablement vous poser maintenant, c'est ok, alors du coup, qu'est-ce qui différencie un bon trader d'un mauvais trader? Voilà, les deux savent tirer, les deux tirent. Qu'est-ce qui différencie les deux? Eh bien, tout se joue pendant les fameuses périodes chaotiques de marché, comme ce que l'on est en train de vivre actuellement. Le mauvais trader, ce qu'il va faire, c'est qu'il va persister à vouloir gagner et à vouloir être plus fort que le marché. Il sait pourtant que, objectivement, il n'a aucun avantage statistique. Pourtant, son envie irréfrénée de se prouver quelque chose à lui, ou à son entourage d'ailleurs, eh bien le pousse à continuer d'être agressif au lieu d'être défensif pendant ces cycles boursiers. Donc du coup, le mauvais trader vient chercher quelque chose de plus sur les marchés, de plus que les plus-values. Certes, il veut des plus-values, mais il vient chercher autre chose en plus. Il vient sur les marchés pour se prouver quelque chose à lui-même. Et cela a tout à voir avec un problème émotionnel non résolu et rien à voir avec ses compétences analytiques de trader. Donc du coup, 2 traders peuvent être aussi bons l'un que l'autre pendant les bonnes phases de marché. Ce qui va faire la différence, c'est pendant les moments difficiles. Le bon trader reste sur la touche, donc en retrait, car il est uniquement présent sur les marchés pour capturer des plus-values. Il a rien à se prouver à lui-même, il n'est pas là pour battre les marchés, il est simplement là pour capturer des plus-values. Alors que le mauvais trader entame une autre partie de jeu, celle de battre les marchés et de se prouver quelque chose à soi-même ou à son entourage. Du coup, la question que l'on peut ensuite se poser, c'est comment reconnaître un candidat qui fera un mauvais trader. C'est-à-dire à l'avance, avant même d'avoir formé quelqu'un sur des compétences analytiques et pratiques, comment savoir si son mindset ou voilà son conditionnement et sa façon de vivre vont faire de cette personne un mauvais trader ou un bon trader. Donc là, en l'occurrence, on va voir pour le mauvais trader. Et bien du coup, on en revient à ce fameux ennemi qui est en nous et qui est l'ego. La maîtrise de l'ego est la clé pour devenir un bon trader. Pour savoir si une personne sera un mauvais trader, il faut simplement l'observer interagir avec son entourage, c'est-à-dire dans sa vie de tous les jours. Et bien si cette personne
tente systématiquement de se comparer aux autres plutôt qu'à elle-même, c'est-à-dire à ses propres progrès au fil du temps. Eh bien, c'est que cette personne est dans un schéma comportemental dont le moteur est l'ego. Et c'est dans cet univers que toutes les blessures émotionnelles et les déviances mentales puisent leur énergie. Sachant qu'il y aura toujours plus grand, plus beau, plus intelligent et plus fort que soi, se comparer aux autres va simplement faire naître une mauvaise version de nous-mêmes. Donc il faut vraiment privilégier, quand on est dans une phase d'ascension, de vouloir toujours s'améliorer, il faut privilégier un cadre de référence interne, c'est-à-dire se comparer soi-même par rapport à son soi-même d'avant, plutôt que vouloir évoluer dans un cadre de référence externe, c'est-à-dire à toujours essayer de se comparer au monde extérieur. Il faut un subtil équilibre entre les deux, mais il ne faut pas être surpondéré dans un cadre de référence externe. Du coup, on va parler maintenant des 3 mécanismes comportementaux les plus ravageurs qui sont liés à l'ego et donc au cadre de référence externe. Le premier, c'est que nous nous comparons trop aux autres. Quand on est trop dans l'ego, quand on internalise trop un conditionnement psychologique, on internalise trop des valeurs qui sont basées sur celles de l'ego, on a toujours tendance à se comparer aux autres, ce qui nous anesthésie littéralement face à un résultat trop éloigné de nous à un instant T. C'est-à-dire qu'on va se dire, est-ce que tu as vu les revenus de cette personne? Est-ce que tu as vu la femme de cette personne, sa voiture, son corps, sa popularité, son éloquence, sa culture? Et là, on se dit qu'on n'y arrivera jamais parce qu'on se compare toujours à des personnes qui sont déjà arrivées à un objectif qui est très très lointain. Mais ce qu'on oublie, c'est que ces personnes, pour être arrivées à cet objectif, ils n'ont fait que mettre une brique après l'autre avant d'en arriver à un palace. Le palace, il n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Elles ont dû batailler brique après brique. Et ça, quand on a un cadre de référence externe basé sur l'ego, on oublie complètement ce chemin qui a permis d'atteindre le résultat. Donc le deuxième mécanisme comportemental qui est ravageur, c'est que nous trouvons toujours des excuses plutôt que des solutions. C'est à cause de la pluie, de la fête, des gilets jaunes, de Trump, des taxes, que blablabla. Donc nous sommes 100% responsables de tout ce qui nous arrive dans nos vies. Si nous n'adoptons pas cette logique de responsabilité, c'est que nous sommes dans une logique de victime. Donc à choisir entre être une victime ou être au contrôle de tout, être responsable de tout, vaut mieux choisir d'être responsable de tout. Et du coup, ça va nous permettre de trouver des solutions plutôt que des excuses à tout ce qui nous arrive dans nos vies. Et enfin, la troisième et dernière chose qui est probablement la conséquence des 2 premières habitudes, et cette troisième chose est vraiment la plus nocive de toutes, c'est que nous allons nous mettre à dévaloriser, à sous-estimer et à critiquer les autres. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Tout simplement afin de maintenir notre statut et notre crédibilité au niveau où elle est actuellement. Et on va se dire, lui s'il a réussi à faire ça, c'est qu'il a eu de la chance. Il est bien né, il a eu un don, il a du temps pour le faire. Ou encore, lui, il n'a pas eu le courage de faire ceci ou cela, alors que moi si, et c'est pour ça que, tout simplement, je n'ai pas réussi. La réponse, c'est que non, lui est juste plus équilibré émotionnellement et dessine un chemin de vie qui est directionnel plutôt qu'un cercle concentrique autour de lui-même. Donc, tout simplement, il met les briques les unes après les autres. Donc tout ça pour dire qu'il ne naît rien de bon de ces comportements lorsqu'ils sont perpétués au quotidien. Bien sûr, ces trois comportements, on sera tous amenés à les avoir de temps à autre, mais quand on les perpétue du matin au soir, chaque jour, c'est là où tout va mal et on se transforme en mauvais trader, en mauvais chasseur. Donc personnellement, moi je vous recommande de fuir ce genre de personnes comme la peste. Même si c'est un membre de votre famille, voilà, rien ne vous oblige à fréquenter ce membre de votre famille tous les jours du matin au soir. Vous pouvez vous permettre de le voir une fois par mois, tous les 3 mois ou une fois par an et ça suffira amplement. Donc ces personnes, elles ne sont pas là pour vous pousser vers le haut, elles sont là pour détruire tout ce qui les entoure afin de trôner dans leur petit royaume de l'ombre. Et cela produit souvent des pervers narcissiques. Cela produit aussi des traders dont les compétences techniques et analytiques sont souvent irréprochables, mais dont l'ego incontrôlable les pousse à l'échec pendant les mauvaises phases de marché. Ce que je pense de tout ça, c'est que nous sommes tous nés, le cœur pur
et l'esprit lumineux. Ce sont les stigmates de nos expériences de vie qui développent plus ou moins en nous la partie sombre de notre ego. Donc c'est vraiment lié à notre conditionnement, à nos expériences de vie, que l'on va être plus ou moins dans la partie sombre de cet ego. Donc c'est à nous de trouver ou de retrouver la partie lumineuse de notre ego. C'est-à-dire celui qui nous pousse à valoriser notre entourage, nos enfants et de manière générale le monde qui nous entoure. Celui qui nous permet aussi de nous dépasser chaque jour en nous comparant à nous-mêmes et en inspirant le monde extérieur. En bourse, les humains qui ne sont pas alignés avec eux-mêmes vivent très mal les mauvaises phases des marchés malgré un niveau avancé de pratique ou de connaissance. Et il y a une chose qui est vraiment vitale et qui permet de nous protéger même si on est dans la partie sombre de notre ego. Eh bien, c'est le money management. Le money management, c'est un excellent garde-fou pour apprendre à rester dans la lumière, même si notre partie d'ombre aimerait bien nous faire des bêtises sur les marchés. Donc, conclusion sur les chasseurs, parce qu'il faut quand même conclure. Le bon chasseur chasse pendant les périodes de chasse et dans un domaine dédié. Donc voilà, il y a des saisons de chasse, il y a des endroits où on a le droit de chasser. Le bon chasseur, il sait les reconnaître, il y va et il ne chasse que pendant ces bonnes périodes au bon endroit, même s'il a 2 grammes dans les veines. Et en plus, c'est un viandard. Il vient là pour la viande. Alors que le mauvais chasseur, lui, il chasse tout le temps, partout, même dans les jardins d'acclimatation. C'est un petit peu un Dalton, hein. C'est le fameux Joe Lagachette des frères Dalton. Et cela avec 2 grammes dans les veines. Donc, vous voyez un petit peu la différence entre le mauvais trader, le bon trader. Le mauvais chasseur, le bon chasseur, et de manière générale, un bon état d'esprit ou un mauvais état d'esprit basé sur l'ego, c'est tout ce que je viens de vous expliquer avec plusieurs métaphores et plusieurs images. Dernière petite chose avant d'attaquer les graphiques de cette vidéo hebdomadaire. J'ai une grande nouvelle, c'est que on a fait une mise à jour de la formation portefeuille rentier. Cette mise à jour est disponible dans votre espace de formation pour les heureux détenteurs. C'est entièrement gratuit. On a fait une refonte de la présentation complète de la formation. On a fait une refonte aussi complète du fond pour un contenu plus clair et pédagogique avec vraiment un système étape par étape. Il y a un nouveau chapitre. On a aussi pas mal travaillé sur le détail des arbitrages sur la partie pratique. Il y a une nouvelle façon d'implémenter tout ça avec le calcul du portefeuille sur une période longue. Donc, enfin voilà, on a fait pas mal de choses. Il y a une grosse FAQ, un nouveau journal d'arbitrage et de suivi en automatique. On a fait la mise à jour des ETF et des contrats d'assurance vie, chose qu'on fait de manière régulière tous les mois dès qu'il y a du changement. Sauf que là, on a vraiment tout condensé dans un seul fichier. Il y a des nouvelles vidéos, enfin il y a plein de nouvelles choses. Si vous ne savez pas ce qu'est la formation portefeuille rentier, je vous ai mis un lien en descriptif de cette vidéo. Voilà, c'était pour le gros cadeau de ce début d'année pour tous ceux qui sont détenteurs de la formation portefeuille rentier, qui est une formation à long terme qui vise sur plus de 50 ans une rentabilité de 14% en moyenne par an. Il y a certains cycles ce sera moins, il y a certains cycles ce sera plus. La moyenne lycée est autour de 14-15%. Et donc tout cela est expliqué dans une routine de 5 minutes par mois qui vous est présentée dans la formation du portefeuille rentier. C'est non fiscalisé. Je vous ai mis en place des outils pour pouvoir mettre ça sur des enveloppes fiscales si vous êtes en France qui vont vous permettre de ne pas payer de fiscalité pendant tout le processus de création de richesse, ce qui est vraiment le processus qu'il faut accélérer, privilégier pour ne pas se faire ralentir par les taxes. Il y a aussi 4 vidéos, si vous voulez les regarder, qui sont disponibles à partir du lien en présentation, dans le descriptif de cette vidéo. Allez, on est parti pour l'analyse du marché des cryptos. On va attaquer un petit peu le Ripple. On me l'a pas mal demandé au cours des dernières semaines. Le Ripple est l'une des rares cryptos qui se maintient dans un range plutôt qu'être parti en marché baissier. C'est-à-dire que vous voyez là, ce range qui s'est mis en place depuis l'été de l'année 2018, donc depuis l'année dernière là, eh bien il tient. On a la borne supérieure, la borne inférieure. L'écart entre ces deux bornes nous permet d'avoir, avec la règle du balançoire chartiste, une projection en cas de cassure à la hausse du range, une projection haussière, donc un objectif de hausse ou un objectif de baisse. Et actuellement, vous le voyez, on est toujours entre ces deux bornes. Donc voilà, le Ripple est l'une des rares cryptos qui se maintient alors
alors que bien tout le marché des cryptos est en train de vomir, en train de dégueuler, en train de partir vers le sud. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'il faut acheter du Ripple? Absolument pas, hein. Je vous rappelle que pour acheter un actif, il faut que l'on soit dans le sens du mouvement, dans le sens du troupeau. Sinon, eh bien, tout simplement, vous avez de fortes probabilités de vous retrouver avec un trade perdant. Donc, vous sélectionnez un marché sur lequel l'ensemble des actifs, de la classe d'actifs, est à la hausse et vous trouvez les meilleures opportunités dessus et vous répétez, vous répétez, vous répétez. Et quand ce marché, cette classe d'actifs, donc là en l'occurrence les cryptos, et part à la baisse, et bien vous vous retirez de ce marché, vous allez regarder un autre marché. Donc on va aller voir maintenant du côté du Bitcoin. Donc le Bitcoin et lui aussi toujours dans cette dynamique à un moyen terme baissière. Donc là, à plus court terme, on est dans ce qu'on appelle une correction haussière, hein, donc dans une dynamique de hausse au sein d'un grand cycle baissier. Donc on a toujours cet objectif qui peut être atteint, hein, à plus court terme. Donc un rebond haussier au sein d'une grande tendance baissière. Donc ça consolide en fait, hein, depuis 1, 2, 3 semaines, 4 semaines. On est dans une petite période de consolidation. Certains y voient peut-être une épaule tête-épaule en journalier, mais voilà, vouloir toujours chercher le point d'inflexion au sein d'une tendance baissière, c'est se tromper de nombreuses reprises jusqu'à enfin le trouver. Mais quand on l'a enfin trouvé, eh bien en général on a plus de capital et en plus on est épuisé émotionnellement. Donc tout simplement, attendez que le marché global, hein, des cryptos se retourne et il y aura énormément de points d'entrée à la hausse quand le marché sera bien orienté à la hausse. Ça sert absolument à rien d'essayer de trouver systématiquement les plus bas, parce que les plus bas, hein, les marchés évoluent de plus bas en plus bas, donc vous allez en trouver pas mal des plus bas, mais le jour où vous l'aurez enfin trouvé, eh bien vous serez trompé 10 fois, 20 fois et vous aurez, comme je vous l'ai dit, hein, plus de capital et vous serez dégoûté, donc vous ne voudrez plus toucher au marché alors que ce serait le meilleur moment en réalité pour rentrer dessus. Ensuite, on va aller voir du côté de l'IOS, donc c'est pareil, hein, même configuration que sur le Bitcoin, on a cassé le support en novembre, on est dans une petite pause correction. Donc toujours la dynamique de baisse à moyen terme qui n'est pas invalidée. Et l'Ethereum, c'est pareil, hein, l'Ether, vous voyez que cette borne hausse du canal baissier ici, il a servi de résistance. On peut aller chercher un petit peu plus haut, on a une vraie résistance horizontale autour des 187, mais voilà, là on a vraiment un premier point dur, donc ça peut très bien repartir directement, hop, comme ceci, par le bas. Seul l'avenir nous le dira. Tout ce qui importe, c'est de comprendre qu'on est dans une dynamique de baisse. Donc, analyse des indices maintenant, on part sur le SP500. Donc, vous voyez, hein, depuis la semaine du 24 décembre, on est dans une dynamique, hein, de rebond au sein d'un nouveau cycle de baisse, hein. Donc là, on est en train de venir tutoyer la zone de résistance. Donc, le mouvement de hausse que vous voyez depuis 3 semaines ne devrait pas tarder à se dégonfler. Donc là, on arrive en zone un petit peu dure. Donc là, probablement, c'est là où les acheteurs vont faiblir et les revendeurs vont reprendre la main. Je vous rappelle qu'on est dans une inversion du cycle, hein, de hausse qui a été initiée en 2009. Là, on est vraiment dans le retournement de cette énorme tendance haussière qui nous a bien régalé, hein, depuis 2009. Donc voilà, c'est la seule et unique chose qui pourrait inverser eh bien, le signal qui a été lancé ici, hein, eh bien, ce serait d'avoir un point d'inflexion, donc un pivot, un point d'inflexion comme ça, et on repart par le haut. Donc il faudrait vraiment que sur cette zone de pivot, on fasse ce qu'on appelle un double creux et qu'on vienne casser par le haut. Pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Pour le moment, le scénario le plus probable, hein, pour l'année 2019, c'est tout simplement un marché très volatile avec des vagues baissières beaucoup plus importantes et plus amples que les vagues haussières. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une tendance baissière. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur le Nasdaq, même si la configuration est extrêmement proche, hein. Je vous ai mis la zone ici de résistance. On va entrer dedans là au cours de la prochaine semaine. Donc au cours des 2-3 prochaines semaines, il y a de fortes probabilités pour qu'on fasse un petit sommet. Donc ce sera perceptible en journalier, hein. Là on est en unité de temps hebdomadaire. Si vous passez en journalier au cours des prochaines semaines, vous devriez voir ce qu'on appelle une épaule tête-épaule ou un double ou une formation en double sommet qui sera cassé en journalier par le bas. Donc ça, c'est le scénario le plus attendu au cours des prochaines semaines sur le Nasdaq. Donc voilà,
la vague de correction haussière au sein du cycle baissier ne devrait pas tarder à s'essouffler. Maintenant, sur le marché européen, on va aller voir ce qui se passe du côté du CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Vous voyez que là, on a exactement le même genre de configuration que sur le Nasdaq et le SP500. On a cassé ici en décembre 2018, signal de marché baissier. Là, depuis 3 semaines, on a beaucoup moins de force sur la remontée. Vous voyez que c'est trois petites semaines de hausse, alors que sur le SP500, on a eu quand même une correction haussière qui était un petit peu plus vive et impulsive. Quoi qu'il en soit, la zone de résistance, eh bien, on ne devrait pas tarder à y entrer, donc probablement au cours de la prochaine ou des 2-3 prochaines semaines. Et on devrait avoir le point dur. Donc là, le point dur, vous le voyez, il est clairement défini. C'est cette zone en carré rouge. Pour le CAC petite et moyenne capitalisation, pareil, on est sur une dynamique de rebond au sein d'une tendance baissière. La vraie zone dure, je vous l'ai mise ici du coup dans un carré rouge. Donc on devrait, là il y a beaucoup plus de volatilité sur les petites et moyennes capitalisations. Les vagues de baisse sont plus amples. Les vagues de rebond au sein de cette tendance baissière sont aussi, elles, plus amples. Donc là, on devrait probablement atteindre la zone rouge ici au cours des prochaines semaines. La dynamique reste bien entendu baissière. Et enfin, on va aller voir ce qui se passe sur le DAX. Donc le DAX, idem, on est sur depuis 2-3 semaines là, sur une séquence de rebond de marché. On peut aller chercher la zone de résistance que je vais mettre maintenant ici et je vais la passer en rouge. Non, ça n'a pas voulu. Voilà. Donc voilà, le DAX rebond au sein d'une tendance baissière. Donc encore une fois, le marché reste très mal orienté actuellement pour le premier trimestre de l'année 2019 et probablement pour le reste de l'année 2019, sauf si on avait un point d'inflexion qui venait à être validé, mais ce n'est pas du tout à l'ordre du jour pour le moment. Alors, est-ce le bon moment d'acheter de l'or actuellement? C'est la question que l'on m'a pas mal posée dans les commentaires, par email, sur Instagram, dans les messages privés sur Facebook. Voilà, c'est vraiment en période de crise, le premier réflexe d'un investisseur, c'est de se dire « Ok, c'est la cata ». Est-ce que l'or, ça devient un actif intéressant à prendre en compte dans mon patrimoine en période de crise? Alors, la réponse est oui et non. Donc, l'or, on va dire, pour faire simple, l'or a 2 casquettes. L'or a la casquette matières premières, donc les matières premières sont décorrélées des actions, c'est-à-dire que historiquement, on a des cycles de hausse de 20 ans sur les actions et au même moment, on a des cycles de baisse de 20 ans sur les matières premières. Et inversement, quand les actions rentrent dans un énorme range, alors par exemple, on va aller voir le SP500 en trimestriel, vous allez comprendre ça très très rapidement. Hop, ça se charge. Donc typiquement, quand on parle de marché en range sur les actions, alors là, on va mettre un petit peu plus. On va afficher un petit peu plus d'années. Alors, je mets en pause. Ok, donc c'est bon, j'ai trouvé le graphe, je vous l'ai affiché avec pas mal d'années. Donc quand on parle de cycle baissier ou de cycle en tout cas sur les actions, sur le marché des actions qui ne rapportent pas vraiment d'argent, j'entends par là ces cycles-là ou tous comme ce qu'on a eu exactement au cours de 2000 jusqu'à à peu près voilà 2013. On a eu, allez, si on prend vraiment le moment où on a fait le plus haut, on a eu 15-20 ans. Donc là, en l'occurrence, c'était plus 15 ans. On s'est arrêté ici en janvier 2000 et on a repris le cycle de hausse en juillet 2013. Donc vous voyez, en gros, 13 ans ici. Et sur le dernier cycle où eh bien, les actions se sont arrêtées de monter, d'aller de plus en plus haut et sont entrées dans un range, on a eu en gros 1968 et on est reparti ici en 1980. Donc là aussi, on a eu 12-13 ans. Et historiquement, ce sont des cycles entre 15 et 20 ans où les actions eh bien, n'arrivent plus à faire de nouveaux plus hauts en valeur nominale, comme c'est affiché sur ce graphique. Mais pendant ces périodes-là, ce sont les matières premières qui, elles, déclenchent des cycles de hausse. Donc les actions vont stagner dans des énormes ranges, mais par contre
l'or ou de manière générale les matières premières agricoles, les matériaux précieux, les matières premières précieuses, etc., elles vont entrer dans des cycles de hausse puissants. Actuellement, est-ce que l'on est dans un cycle comme ça de 15 à 20 ans sur les actions? Absolument pas. Vous voyez que en juillet 2013, on est parti dans un nouveau cycle de hausse sur du très long terme sur les actions. Donc, a priori, on n'est pas du tout dans un énorme cycle intéressant pour l'or. Et d'ailleurs, vous allez le voir, hop, GLD, ça charge. Voilà, vous allez voir que le GLD, donc qui est tout simplement l'indice, enfin le tracker qui reproduit l'or, voilà, en trimestriel, il est en train de consolider depuis à peu près, le plus haut a été fait en juillet 2012. Donc là, c'est du trimestriel. Donc chaque barre est égale à 3 mois de cotation. Vous voyez que la vitesse des cycles sur les matières premières et sur l'or est extrêmement lente comparativement à une crypto où on va davantage voir ce genre de figure sur du journalier ou sur de l'hebdomadaire. Donc là, actuellement, l'or n'est pas dans un cycle de hausse. Pour que ça entre dans un cycle de hausse, il faut qu'on casse cette tasse et anse. On la voit, elle est vraiment très très belle. On a une belle vague impulsive et ensuite là, on a cette tasse et cette anse qui est en train de se resserrer. Mais vous voyez que pour que ce soit validé, il va nous falloir encore pas mal de trimestres et ensuite il faut qu'on ait 3 mois, donc une séance de 3 mois qui casse par le haut. Et là vous voyez que si on respecte bien la logique de cette figure de consolidation, de temporisation, on n'est pas rendu sur un signal de hausse avant juillet 2020. Donc quoi qu'il arrive déjà, d'un point de vue purement cyclique, l'or n'est pas dans une séquence impulsive. Là, on est vraiment en consolidation pure. Donc, si vous achetez de l'or maintenant, ne vous attendez pas à ce que l'or se mette à doubler, à tripler et à quadrupler au cours des prochains trimestres. Il y a beaucoup plus de probabilités pour que l'or évolue tout simplement dans un range qui se chiffre sur une volatilité de 20%. Entre le bas et le haut du range, on a 20%. Et cette volatilité risque de continuer à se contracter puisque vous le voyez, on est vraiment en train de temporiser. Le consensus des prix est en train d'être trouvé autour de ces deux bornes. Donc, on devrait avoir ces deux bornes qui vont de plus en plus se réduire. Et si on entre dans un nouveau cycle, s'il y a un événement géopolitique, macroéconomique majeur, on aura la cassure et seulement à partir de ce moment-là, on pourra commencer à se réintéresser à l'or. Donc pour le moment, l'or d'un point de vue purement cyclique et spéculation, ce n'est pas un actif qui est très intéressant. Après, l'or a une deuxième casquette. La première casquette, on l'a vu, c'est les matières premières. La deuxième casquette, ça va être l'or en tant que devise et en tant qu'assurance. C'est-à-dire que voilà, si du jour au lendemain, l'euro ou le dollar venait à perdre, 10, 20, 30% de sa valeur, eh bien l'or, en contrepartie, lui, augmenterait. L'or est censé être une devise qui, à travers le temps, n'est pas dépréciée. C'est simplement une devise qui est stable. Ce qu'on achetait il y a 150 ans ou 50 ans, est-ce qu'on en achètera probablement dans 100 ans avec une once d'or, c'est stable. On a acheté une barbe refaite chez le barbier, un pantalon, des chaussures, un steak avec autant d'or il y a 100 ans qu'aujourd'hui, que probablement dans 50 ou dans 100 ans. C'est en cela que l'or est une devise qui est très stable puisque on ne peut pas en imprimer, on ne peut pas le diluer. Donc ça conserve vraiment sa valeur à travers le temps. La seule problématique de l'or et vis-à-vis des financiers, c'est que ça ne génère pas de coupons, ça ne génère pas de dividendes, ça ne génère pas d'intérêt. Donc, c'est pas quelque chose qui est très intéressant d'un point de vue purement économique. Ça ne crée pas de richesse, ça ne crée pas de valeur, c'est simplement une réserve de valeur. Et bien entendu, quand on a un patrimoine que l'on veut stabiliser, cette réserve de valeur qui sert au final d'assurance, puisque c'est pas quelque chose qui va monter de manière linéaire, c'est quand il va y avoir des chocs macroéconomiques ou géopolitiques, la valeur de l'or va faire boum,
comme ça, à travers le temps. À chaque fois qu'il y aura un gros choc, boum, la valeur de l'or va augmenter, ensuite va se restabiliser, ça va remonter, ça va se stabiliser. Et typiquement, ces chocs macroéconomiques, eh bien, c'est quand il se passe quelque chose sur les monnaies fiduciaires, c'est-à-dire sur l'euro, sur le dollar, ce sont les monnaies des gouvernements, c'est eux qui ont la main dessus. Et quand ils doivent gérer une crise ou faire un réajustement, ou ce qu'on pourrait appeler un reset, ils sont obligés de dévaloriser de manière très ponctuelle et de manière très forte les monnaies fiduciaires, les devises, et du coup en contrepartie l'or lui se réajuste. Alors c'est pas l'or qui monte en réalité, l'or conserve sa valeur, c'est les monnaies qui sont dévaluées de manière plus ou moins on va dire sauvage. Donc de ce point de vue-là, comme on ne sait jamais si ce reset, cet ajustement macroéconomique va arriver demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, le seul fait d'en avoir un petit peu, on va dire, dans son coffre, dans un coffre, dans une autre juridiction, ou d'en avoir sous forme de petites pièces ou sous forme de lingots en fonction de la taille de votre patrimoine, c'est une assurance, c'est pas un objet spéculatif, c'est pas là-dessus qu'il faut compter pour gagner de l'argent, c'est simplement au cas où il y a un événement macroéconomique et géopolitique majeur qui se mettent en place, eh bien la valeur de ces petites pièces ou de ces lingots va en très peu de temps augmenter, et ce que vous aurez perdu en réalité avec votre livret A ou votre compte épargne en termes de pouvoir d'achat, peut-être que vous n'allez pas voir la différence sur votre compte bancaire, sur vos euros, mais quand vous allez vouloir acheter, je sais pas moi, peut-être une télé qui a été fabriquée en Chine, elle va vous coûter 2 fois plus cher cette télé. Eh bien, ce que vous aurez perdu avec votre devise en euros ou en dollars, vous l'aurez surcompensé avec les gains de votre petit patrimoine, votre petit pécule en or. Donc avoir entre 5 et 7% de son patrimoine sur des petites pièces, donc vous pouvez acheter ça chez aucoffre.com, c'est une plateforme qui a pignon sur rue en France et en Europe. Les achats se font très facilement, vous pouvez faire héberger ces pièces-là en Belgique, en Suisse, en France, vous pouvez vous les faire livrer. Voilà, il y a pas mal de possibilités qui vous sont données. Vous avez aussi une place de marché qui vous permet d'acheter, de revendre directement en quelques clics sur Internet avec les autres membres de la plateforme vos pièces. Donc, ça reste quand même quelque chose d'assez liquide. Voilà, ça vous permet de mettre en place une assurance. C'est pas là-dessus que vous allez gagner de l'argent. C'est vraiment pas comme ça qu'il faut réfléchir vis-à-vis du côté assurance de l'or. C'est vraiment comme vous achetez une assurance, vous souscrivez à une assurance pour votre maison contre les incendies. Vous n'espérez pas qu'il y ait le feu chez vous. Vous espérez simplement qu'il n'y ait jamais le feu, mais que si un jour, par malheur, ça arrivait, cette assurance que vous payez chaque mois et chaque année vous permette de surcompenser les pertes dues à l'incendie. Eh bien, vous allez recevoir une somme d'argent qui va vous permettre de remettre à neuf votre maison. Et bien là, c'est exactement de la même manière qu'il faut voir l'or en tant qu'assurance. Donc, est-ce le bon moment de souscrire à une assurance? Oui, c'est toujours le bon moment de souscrire à cette assurance en petites pièces d'or. Si vous ne l'avez pas déjà, cette petite assurance dans votre patrimoine, eh bien, faites-le. Et c'est pas aujourd'hui, ni hier, ni demain. C'est de manière générale, tout au long de votre vie, il faut que vous ayez entre 5 et 7% d'or dans votre patrimoine, d'or physique, pas d'or en tracker, mais d'or physique, hébergé, caché, soit chez vous, soit dans un coffre, pas dans le coffre d'une banque, puisque les banques, si elles se retrouvent en situation délicate, elles peuvent avoir la main dessus, mais sur vraiment des entités privées qui ont pour charge de protéger ces coffres avec les lingots ou les pièces d'or. Donc, premièrement, est-ce qu'il faut entrer sur l'or pour profiter du cycle de hausse de l'or? Non. Vous le voyez sur ce graphe, ce n'est pas le moment. Ce sera le moment quand en trimestriel ou en mensuel, on aura la cassure par le haut de ce pivot. On en est très loin et on peut rester comme ça encore plusieurs années. Et historiquement, dans les cycles, comme je vous l'ai dit, dans les cycles de 15 à 20 ans entre les actions et les matières premières, là, on est entré dans un cycle de hausse sur les actions. On peut, au sein de ce cycle de hausse, avoir une correction des marchés financiers qui soit plus ou moins importante. On peut avoir un petit marché baissier de 6 à 12 mois, ça peut aller jusqu'à même 18 mois sans que ça remette forcément en compte ce cycle de 15 ans à 20 ans de hausse sur les actions. On en sort au final du cycle de stagnation entre 2000
Et voilà, je voulais montrer. Alors, c'était quoi? C'était 2013. On était dans un cycle de stagnation sur l'actif action et on était sur un cycle de hausse sur les matières premières. L'or s'est d'ailleurs très bien comporté entre, je crois c'était 2003 et 2011 et maintenant, vous le voyez, hein, depuis que le marché action est rentré dans un nouveau cycle de hausse de 15 à 20 ans, c'est-à-dire à peu près ici, eh bien l'or ne fait que stagner. Donc voilà, c'est une corrélation négative et là, il y a beaucoup plus de probabilités pour que l'or continue comme ça pendant 10 à 20 ans à stabiliser. Donc voilà, s'il y a un signal de hausse, il y a beaucoup plus de chances sur l'or hein, qu'il se produise après les années 2020 qu'avant les années 2020. Donc voilà, si vous voulez spéculer sur l'or, c'est pas le meilleur moment. Après, si vous n'êtes pas au fait de ces signaux techniques, il y a des modèles de portefeuille qui vous permettent de manière automatique, qui vous disent, hein, ces portefeuilles, comme le portefeuille rentier dont la mise à jour a été faite hein, au cours des 3 dernières semaines. Donc, on a pas mal travaillé sur ce portefeuille au cours des 3-4 dernières semaines, avec l'équipe, on vous a mis tout ça à jour. Donc, si vous êtes l'heureux détenteur du portefeuille rentier, sachez que dans votre espace de formation, vous avez plein de nouvelles choses qui ont été mises en place. C'est gratuit, bien entendu. Et pour ceux qui ne connaissent pas le portefeuille rentier, il y a un lien en description de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et il y a l'or qui est dedans. Et l'or, c'est pas à tous les moments qu'il faut en acheter ou en revendre. On n'en détient pas en permanence. Il y a vraiment un timing qui se fait. Alors, c'est pas vous qui allez déterminer en fonction de ces signaux graphiques quand est-ce que vous allez acheter ou vendre de l'or. C'est vraiment quelque chose qui est complètement systématisé. Vous avez rendez-vous une fois par mois. Ça dure entre 5 et 10 minutes. Vous faites le bilan des classes d'actifs que le portefeuille rentier suit. Et le portefeuille rentier va automatiquement vous dire ce mois-ci, vous achetez de l'or. Ou ce mois-ci, vous revendez votre or. Ce mois-ci, vous achetez des obligations d'État à long terme. Ou ce mois-ci, vous les revendez. Ce mois-ci, vous achetez des actions. Ou ce mois-ci, vous les revendez. Et ça vous permet tout simplement de manière automatique, sans aucune compétence de votre part, de savoir si vous devez être investi sur l'or ou non. Si vous devez être investi sur les actions ou non. Sur les obligations d'entreprise ou non. Il y a plusieurs classes d'actifs. Hein. On va partir aussi sur du high yield, donc sur des... Après, à la limite, peu importe que vous soyez au fait de ce qui est une classe d'actifs ou pas, le plus important, c'est que vous compreniez qu'il y a plusieurs classes d'actifs. Je vous donne les trackers. Vous pouvez reproduire ce portefeuille et suivre ces signaux sans vous poser plus de questions que ça. Après, bien sûr, dans la formation, on va bien plus loin. Je vous explique le fonctionnement de chaque classe d'actifs, de pourquoi on choisit cette classe d'actifs et pas une autre, de comment elle se complète et de comment tout simplement suivre les cycles économiques qui sont en force. Par exemple, entre l'année 2004 et 2012, ce portefeuille détenait de l'or. Là, depuis qu'on est rentré dans un cycle où on le voit graphiquement sur l'or, il ne se passe rien, et bien le portefeuille ne prend pas d'or. Et là, actuellement, le portefeuille n'a pas d'or dans son compartiment. Donc, vraiment, voyez ça, le portefeuille rentier, comme quelque chose où vous ne devez pas développer de compétences, mais seulement une routine de 5 minutes par mois. Et cette routine vous permettra d'en déduire si vous devez avoir de l'or ou non. Et ça vous évitera de partir en mode spéculateur, où là, quand on est en mode spéculateur, il faut maîtriser le money management, les cycles économiques, l'analyse graphique, c'est-à-dire là, ce que je vous ai expliqué par rapport à ce graphe en trimestriel, la vitesse aussi d'implémentation de ces cycles. Hein. Par exemple, sur les cryptos, vous le savez, ces cycles s'implémentent de manière beaucoup plus rapide que sur les matières premières. On doit être de l'ordre d'une unité de temps en journalier hebdo, comparativement à une unité de temps en trimestriel, mensuel sur les matières premières. Donc, c'est vraiment deux implémentations des cycles qui n'ont rien à voir en termes d'unité de temps et de vélocité. Donc, toutes ces notions qui peuvent vous paraître un peu complexes, elles sont complètement éliminées avec le portefeuille rentier. Donc, je vous ai préparé 4 vidéos. Elles sont en description de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Il y a un lien, vous allez accéder à 4 vidéos. Ça va vous permettre de comprendre vraiment tous les ressorts de ce portefeuille rentier. Je vous ai même donné un modèle de portefeuille entièrement gratuit. Ça va vraiment vous permettre de vous immerger dans le monde
des portefeuilles long terme qui sont gérés sur plusieurs classes d'actifs en faisant ce qu'on appelle du trend following, du suivi de tendance, sans même avoir besoin soi-même de développer cette compétence d'être un bon trend follower ou pas, puisque ce sont des règles qui ont été testées sur plus de 50 ans, sur des centaines d'actifs différents, sur toutes les classes d'actifs qui existent, et ces règles ressortent toujours la même anomalie structurelle qui est liée à ce qu'on appelle le momentum, donc au suivi de tendance pour faire simple. Donc avant de nous quitter, je vous rappelle le lien pour voir les 4 vidéos sur le portefeuille rentier se trouve en description. Vous allez être redirigé sur cette page. Donc vous voyez en haut, vidéo 1, 2, 3, 4. Vous tombez directement sur la 4e page. Vous allez voir, il y a tout un tas de choses. Je vous explique un petit peu comment ce portefeuille fonctionne, comment il est géré. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'envoyer un email et à regarder les vidéos numéro 1, 2 et 3. Je vous souhaite un excellent apprentissage sur ce portefeuille rentier, même si bien sûr vous ne souscrivez pas à la formation qui a été mise à jour. Regardez ces 4 vidéos, vous allez apprendre beaucoup de choses, ne serait-ce que pour profiter du paradis fiscal. Oui, il y a un paradis fiscal en France et je vous explique dans quelle enveloppe investir pour en profiter. Et donc tout cela se passe sur le lien en description de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine à tous.